De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Gemal Taleb et Samen Gembok. Tout de suite, le dossier du jour. Depuis les années 2000, le secteur culturel trouve enfin un essor en Guinée équatoriale. Les jeunes notamment sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des activités artistiques. Mais face aux impératifs de croissance et de développement, la culture a encore du mal à se faire une place et surtout à obtenir des financements nécessaires. En reportage, notre correspondant Serge Kofi. L'activité artistique et culturelle, un espace privilégié de l'expression de la jeunesse équato-guinéenne. Elle y exprime son identité et ses aspirations. Une grande part de la créativité et de l'innovation artistique est portée par cette jeunesse, pas seulement dans des domaines particuliers comme la culture hip-hop ou les musiques actuelles, mais aussi dans le croisement des disciplines du spectacle vivant avec les technologies de l'information et de la communication ou dans les nouvelles pratiques culturelles liées à ces outils. De Malabo à Bata, en passant par Mongomo et Bibiyin, on remarque un bouillonnement culturel avec pour principaux acteurs la jeunesse du pays. Rencontre avec ces jeunes créateurs équato-guinéens. Dans l'art contemporain, la Guinée équatoriale a connu des artistes comme Guti Mamae et Leandro Bomio, sculpteurs et hommes de lettres disparus en 2012. Des artistes dont les œuvres incarnent la richesse culturelle du pays. Aujourd'hui, des jeunes essayent de marcher dans les sillons de ces artistes. Parmi eux, Thomas Bioyono. Pour ce jeune homme, la création est tout. À travers plusieurs expositions, il a montré que son travail et son art sont en pleine évolution et enrichis d'un questionnement permanent. Dans ses dernières œuvres, sa peinture, toujours aussi engagée, a évolué vers l'abstraction, l'art géométrique et le cubisme. Ce qui caractérise le plus mes œuvres, ce sont les problèmes que nous rencontrons au quotidien, le quotidien du Guinéen, de l'Africain. Donc, à travers la peinture, j'essaie un peu d'évoquer les problèmes qui minent notre société. Et dans mon style rupestre, j'essaie un peu de représenter, j'essaie un peu d'exhorter, j'essaie un peu de développer justement cette façon de parler. Parce que pour moi, si la peinture se limite tout simplement à l'aspect figuratif, je crois que l'œil lui-même a la capacité de voir ce qui est visuel, de visualiser les choses. On a besoin de peindre pour interpréter ce qui est visuel. Au-delà de ce que l'on voit, je crois que l'artiste doit pouvoir expliquer des choses, doit pouvoir parler, parce que pour moi la peinture est un langage. Si la peinture est un langage, il existe un tout autre langage pour lequel un autre équato-guinéen excelle, c'est la chorégraphie. Et dans cette discipline, Gorsi Edou fait figure d'exemple. Pour lui, danse et société sont indissociables. La plupart des créations qu'il signe présentent beaucoup plus que de simples mouvements. Ce sont des projets chorégraphiques qui explorent des émotions et font passer des messages. Gorsi Edou a toujours voulu sensibiliser sur des thèmes tels que l'importance de l'agriculture et le retour à la terre, avec pour principal outil le mouvement des corps. Lorsque nous évoquons par exemple la plantation de cacao ou la plantation de maïs dans notre chorégraphie, cela contribue à être dans la droite ligne du thème principal qui est « Cultivons nos jardins ». Ce sont des choses qui peuvent faire évoquer au public des gestes simples comme planter le maïs ou encore casser une fève de cacao. Cette théâtralité que nous leur offrons à travers le mouvement du corps va dans l'inconscient du public afin de prendre conscience de l'importance de l'agriculture. Hacia esa conciencia. La musique est l'un des arts les plus répandus en Guinée équatoriale. Une extraordinaire diversité des messages sont véhiculés à travers une musique contemporaine en symbiose avec les réalités équato-guinéennes. La scène musicale est occupée par des artistes tels que Piruchi Yapo, Tito Bolabote ou encore Amphibio qui incarnent la révolution du style musical équato-guinéen. Pour promouvoir ces talents locaux, 3 centres culturels s'activent dans ce domaine dans le pays. Le Centre culturel équato-guinéen, créé il y a quelques années, le Centre culturel espagnol et l'Institut français qui organisent de façon régulière des concerts. L'Institut français ICEF de Malabo, en dehors de sa première mission qui est la diffusion de la langue française, de la francophonie en Guinée équatoriale, a également pour mission l'accompagnement et la professionnalisation des artistes en devenir. Donc dans cette voie, nous organisons pas mal d'activités à leur intention, que ce soit dans le domaine de la formation dans le cadre du développement de leur technique artistique ou même dans le cadre de la gestion de leur carrière. Donc nous sommes actifs sur les 2 plans.
Aujourd'hui, l'univers culturel reste précaire pour les artistes équato-guinéens. Certains évoluent sans formation et le pays ne dispose pas d'une industrie de disques et cinématographique compétitive. Outre cet écueil, les textes de loi en matière de culture restent inadaptés et profitent peu aux artistes. Pour exemple, les droits d'auteur sont quasiment inexistants. La situation dans la culture est assez critique parce que les gens n'ont pas fini de réaliser l'importance qu'est rêvée la figure culturelle. Il y a beaucoup d'artistes en Guinée équatoriale qui ont un don, mais ils ne savent pas que ce don se prépare avec une formation qui vous amène à devenir un artiste complet. Il faut à l'image d'une pierre les polir pour qu'ils deviennent artistes. Dans ce contexte, plusieurs acteurs appellent à la création d'un environnement propice à la créativité artistique en tenant compte notamment de la fonction sociale de l'artiste. Créer une œuvre, c'est quelque chose de personnel. C'est ta chose. C'est une œuvre qui doit être protégée par une loi, car c'est une chose qui t'appartient. Cette loi, nous devons la mettre en place en comptant avec les pays membres de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Compter avec l'UNESCO, le pays de la CEMAC, tout en l'adaptant à nos réalités. C'est la chose la plus simple que nous devons faire. Malgré ces problèmes relatifs aux conditions sociales des artistes, l'art équato-guinéen est en pleine évolution. Il y a quand même des points positifs tels que la découverte de musique plus traditionnelle. Des brassages réussis car le hip-hop est aussi vivace dans le pays. S'il est vrai que depuis les années 2000, ces artistes incarnent la Guinée équatoriale dans sa pure essence culturelle, force est de constater que le rayonnement de leur musique se heurte aux réalités de la mondialisation. L'art équato-guinéen revendique aujourd'hui sa reconnaissance et son émergence. Un challenge pour coller à l'idéal d'une Afrique dont les artistes seraient les vitrines nobles d'une société apaisée. Nadia, on a vu dans le reportage le dynamisme du secteur culturel en Guinée équatoriale, mais en même temps on voit les difficultés des artistes à vivre de leur art. Est-ce que les pays africains finalement manquent d'une véritable politique culturelle ? Oui, ça c'est une certitude. C'est pas qu'ils manquent de politique culturelle, c'est qu'ils n'ont pas décidé d'avoir des politiques culturelles proactives. On est plutôt dans du folklore ou souvent dans une vision qu'on laisse en fait. On laisse souvent la culture aux institutions étrangères, par exemple les instituts français, les instituts allemands. On laisse souvent les autres gérer la culture en se disant que c'est quelque part un peu la cerise sur le gâteau dans un pays et on garde les gros dossiers, en général, c'est plutôt cette impression-là qu'on a des politiques africaines sur les questions culturelles. Maintenant, la Guinée équatoriale, c'est quand même un pays de taille relativement petite, avec une population relativement limitée et qui malgré tout arrive à faire vivre une certaine culture, on a bien vu que sur les scènes, il y a des artistes, il y a de la musique, de la danse, on sent bien quand même qu'il y a une certaine dynamique et ça c'est essentiel, c'est ce qui permet à un pays, à une population en tout cas de souffler et de vivre. Et je vois par exemple ce qui est fait dans le pays africain que je connais le mieux, c'est-à-dire le Maroc, où il y a toute une politique de festival, toute une politique justement de promotion culturelle, et on sent bien que c'est aussi une manière de canaliser la population quelque part, parce que justement on leur offre un espace d'expression, de liberté, que peut-être par ailleurs ils n'auront pas. Donc la culture peut être aussi parfois une arme à double tranchant. Pour ceux qui la pratiquent, une arme, parce qu'elle permet de véhiculer des idées aussi, elle permet aussi d'exprimer une opposition, où on a bien vu par exemple que un certain moment en Tunisie, les premiers à avoir été emprisonnés, c'était les rappeurs, c'était pas les militaires, on a mis en prison des rappeurs qui avaient critiqué la police. On a vu dans certains pays, en Égypte par exemple, que certaines musiques de rue, et notamment des grands concerts de musique chabi, ont permis aux jeunes Égyptiens de se défouler et d'avoir un espace de liberté. À chaque moment fort d'une vie, la vie d'un pays, la musique accompagne la jeunesse. Et c'est essentiel justement de savoir à la fois donner un espace de liberté, parce que la culture ne se développe que lorsqu'elle est laissée à elle-même quelque part. C'est-à-dire que
nul besoin de canaliser, nul besoin de censure, sauf si bien sûr il y a insulte ou s'il y a une vraie volonté. C'est pour ça que je dis que c'est une arme à double tranchant, où il y a une vraie volonté de nuire. Mais sinon, la dynamique et la vie d'une société passe par le développement culturel. Gemal, est-ce que le faible investissement des États dans la culture en Afrique vient du fait que les États ne considèrent pas la culture comme un moteur de croissance ? C'est tout le problème. C'est-à-dire que la culture est toujours vécue comme étant le parent pauvre de tous les budgets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un budget, vous pensez très rarement et très peu. Et quand vous y pensez à des proportions très faibles. C'est généralement 0,0 quelque chose de la part donc réservée à la culture. Et pourtant, on a tort. On a tort, pourquoi ? Parce que, un premier constat, les festivals est une chose, ça revient un peu, mais qui a à un moment complètement disparu du continent africain. C'est-à-dire que là où on avait donc à chaque fois un festival dans telle ou telle ville, dans tel ou tel domaine, sur tel ou tel thème, c'est des choses qui ont disparu. Ça a tendance à revenir un peu, sincèrement, mais ça a quasi disparu pendant très longtemps. C'est-à-dire que la part allouée à cette part donc de culture, d'expression culturelle a disparu. Deuxième chose, on a très peu de peintres, très peu dans le monde du cinéma. Il y a très peu d'acteurs. Aujourd'hui, l'acteur du cinéma africain le plus connu, c'est Abdrahmane Sissako. Je suis content, c'est un Mauritanien. Réalisateur, pardon. Je suis content, c'est un Mauritanien. Mais très sincèrement, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul qui a du talent. Beaucoup d'autres ont beaucoup d'autres talents. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que quand vous voulez faire un film, on demande est-ce que vous êtes bancable ou pas. Et donc, l'économie du cinéma, l'économie de la culture pose un vrai problème. Il y a des modèles qu'il faut choisir. C'est-à-dire qu'on se dit, on est obligé d'allouer une petite part, parce que la culture génère de l'emploi, génère de la richesse, génère de la créativité, et puis entretient un patrimoine fondamental qui, à la limite, est immatériel et qui n'a pas de prix. Mais en même temps, on peut se dire, on est capable de créer une vraie économie de la culture. C'est-à-dire que nous sommes capables de gagner de l'argent avec la culture. Hollywood en est l'exemple aujourd'hui le plus frappant au Nigeria. C'est-à-dire que les cinémas nigérians inondent le continent africain de films. Pas toujours très bons, mais parfois très bons. Mais surtout, bon ou pas bon, font de l'argent. Moi, j'ai grandi avec Bollywood, le cinéma indien qui est absolument remarquable, mais qui parfois est absolument niais, absolument banal, mais qui est aussi un excellent levier de financement. J'ai grandi, nous avons souvent grandi avec le cinéma de Bollywood. Et donc, des générations aujourd'hui grandissent avec Hollywood, parce qu'encore une fois, c'est une économie assez importante du cinéma. Nadia a raison de parler d'une chose importante, c'est le rôle désormais de la culture de la rue dans l'expression culturelle, mais politique. C'est-à-dire que nous avons désormais une contestation de la rue de par la culture. Nous avons vu le rôle absolument remarquable joué par les groupes de cinéma, de musique au Sénégal pour le départ d'Abdoulaye Wade. On les voit aussi dans beaucoup d'autres pays, mais notamment au Nigeria, et donc le rôle absolument fondamental dans la contestation. Et donc cela s'ajoute encore au rôle important de la culture. Pour revenir au cas spécifique de la Guinée équatoriale, moi je suis absolument admiratif. C'est-à-dire que quand vous parlez de Guinée équatoriale, vous pensez au pétrole. Et vous pensez rarement à la culture. Et donc ce qu'on sait moins, c'est que ce pays développe une vraie offre culturelle, une vraie place de la culture. Cela se manifeste aussi par la création et la multiplicité des maisons de jeunes, des maisons de culture, là où l'expression artistique et culturelle est a une vraie place. Et donc là, encore une fois, il y a de la place. Évidemment que la culture est un vivier et un point important de l'économie, charge au pays, encore une fois, de le comprendre, de le développer et de lui donner, encore une fois, à chaque fois une place. Pas seulement d'ailleurs dans les budgets, mais aussi dans l'action politique. Qu'on comprenne cela. Le ministère de la Culture des États-Unis, c'est Hollywood. Hollywood est une frappe financière colossale. Ne serait-ce que là, pour le comprendre, moi je fais partie de ceux qui pensent que la culture est aussi de l'économie, mais c'est aussi en même temps donc un patrimoine important à développer. Samuel Gemal parle d'une économie culturelle. Comment les États africains peuvent-ils développer cette économie culturelle qui est présente au Nigeria, par exemple ? Je pense que pour développer une économie culturelle, il faut œuvrer sur deux principaux leviers. D'abord, la recherche. Il faut mettre des instruments de recherche et développement pour le secteur culturel afin d'éviter deux risques majeurs qui sont la marginalisation, la standardisation. Si on prend les exemples américains et nigérians, c'est justement parce que ce sont des pays qui ont atteint un certain niveau de développement qui leur permet de diversifier les offres économiques de leur pays. Et donc, pour qu'un pays puisse développer une industrie culturelle, il faut déjà que cet objectif-là soit intégré dans les priorités gouvernementales.
Or, ce qu'on observe en Guinée équatoriale, c'est que c'est un pays d'abord qui sort de très loin, un pays très pauvre pendant plusieurs décennies depuis les indépendances, et donc il fallait prioritairement moderniser les infrastructures de base, notamment la construction des routes, des ponts, des ports, des aéroports. Aujourd'hui, ce travail est observable. Et cela nécessite un coût. Et le coût est exorbitant, parce que quand on voit les chiffres aujourd'hui macroéconomiques, on s'aperçoit que c'est un pays qui rentre en récession depuis 2013. Et donc, cela est justifié et expliqué aussi parce que les revenus qui viennent du pétrole sont massivement investis dans ces secteurs prioritaires. Et ce sont des secteurs qui nécessitent des investissements productifs et au rendement direct. Or, la culture est un secteur qui est bien important pour le développement global du pays, mais simplement il faut mettre en place une stratégie graduelle qui permette d'atteindre un certain niveau critique de développement et tirer le maximum de profit des investissements faits antérieurement. Je pense que la Guinée équatoriale s'inscrit dans le cadre de cette stratégie qui lui permettra certainement de devenir soit une start-up de l'industrie culturelle en Afrique, ou tout au moins dans la région d'Afrique centrale. Donc je pense que la Guinée équatoriale part de loin, mais les objectifs, les perspectives montrent que c'est un pays qui est en train d'embrasser divers secteurs de son développement et que la culture, même si elle n'occupe pas une part importante dans les priorités gouvernementales, c'est un des leviers importants sur lesquels la Guinée équatoriale est en train d'axer sa stratégie. Donc je pense que plus tard, on aura peut-être les fruits de cet investissement. Nadia, Samuel évoque le fait que les pays qui ont développé une économie culturelle avaient déjà atteint un certain seuil de développement. Est-ce que le problème vient de là? C'est-à-dire qu'un pays comme la Guinée équatoriale estime qu'il y a d'autres priorités avant la culture? Oui, après, cette hiérarchie est quand même limitée rationnellement, parce qu'en fait, lorsqu'on réfléchit vraiment de manière très basique, très pragmatique à quel secteur développer, sachant que les investissements culturels sont sur des taux de rentabilité qui sont quand même relativement importants. Si on regarde sur, par exemple, un film, la production d'un film ou la production d'une œuvre théâtrale ou même la peinture, si on regarde la peinture, les taux de croissance, par exemple, sur la manière dont les prix sont fixés. Si on regarde le taux de croissance de ces prix, il n'y a aucun produit financier qui est aussi rentable qu'une œuvre d'art. Il n'y a aucun produit financier qui rapporte autant qu'une œuvre d'art ou qu'une œuvre cinématographique. Donc, rationnellement, si on réfléchissait rationnellement, on investirait dans la culture. Parce que, justement, les retombées économiques sont extrêmement intéressantes, extrêmement fortes. Maintenant, ce qui explique aussi qu'on comprend mal la culture, c'est que il est vrai que dans nos pays, les pays qui sont en développement, la culture n'est pas considérée comme un objet en soi. C'est vrai qu'on est un objet économique, je veux dire. On est entouré en fait de choses, d'objets culturels sans le savoir. En fait, je me souviens justement d'avoir fait un reportage sur des tapis berbères et d'avoir entendu les femmes qui tissaient les tapis dire, en fait, voilà, nous on tisse tous les jours par habitude. Elles se rendaient même pas compte qu'en fait ces fameux tapis avaient été pris, même pas vendus, ils étaient échangés contre certains objets. Ils atterrissent à Marrakech. Il y a une ou deux personnes, des intermédiaires qui, eux, vont prendre le tapis, le vendre à un autre vendeur de tapis, qui, lui, va le vendre à un collectionneur. Et tout de suite, à partir du moment où l'objet est dans les mains du collectionneur, le tapis qui, à la base, avait été acheté à la productrice pour une batterie de casseroles, in fine, valait plus de 15 000 ou 20 000 euros. Donc, on ne s'en rend même pas compte, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a personne pour monétiser ces objets. Il n'y a personne au sein des institutions, même au sein des pays eux-mêmes, pour transformer ces objets d'art qui nous entourent, ces objets, en œuvres d'art. Il n'y a personne pour fixer des prix, il n'y a personne pour essayer de rationaliser les choses. Et c'est bien dommage, parce qu'on passe réellement à côté d'une économie qui rapporte. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La Cour pénale internationale a pris la décision d'interrompre son enquête sur les crimes de guerre au Darfour. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a notamment reproché au Conseil de sécurité des Nations Unies son manque de soutien.
Et au Niger, Amadou Salifou a été confirmé au poste de président de l'Assemblée nationale. Ce dissident de l'opposition avait été élu une première fois le 24 novembre dernier, mais le scrutin avait été contesté. Un nouveau vote a eu lieu ce lundi. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.